Et avec moi ce soir, Guillaume Fard. Bonsoir Guillaume, Bonsoir. consultant police-justice BFM TV. Vous êtes co-auteur avec Bernard Cazeneuve de l'ouvrage La lutte antiterroriste aux éditions PUF. D'abord Guillaume, comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à cet homme de 18 ans? Mais en fait, il a laissé des traces numériques. Donc, il a correspondu avec des personnes qui appartiennent à Daesh dans sa sous-composante afghane, on pourrait dire, hein, d'État islamique au Grand Khorasan. Et donc, en échangeant avec elle, il a laissé des empreintes numériques. Et ce sont ces empreintes qui permettent aujourd'hui non seulement de le confondre, mais de lui demander des comptes, puisque c'est dans cette correspondance qu'il formalise un peu son projet. Et qu'il dit, notamment, selon les informations, vouloir frapper à proximité du stade Geoffroy-Guichard, à défaut de pouvoir frapper dans le stade, et avoir l'intention de mourir, dit-il, en martyr, en affrontant les forces de l'ordre, ce qui est un mode opératoire qui est un peu la signature des organisations terroristes djihadistes, et notamment de Daesh. Et donc c'est comme cela que la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est en charge de la lutte antiterroriste sur le territoire national, parvient à remonter jusqu'à lui, le place en garde à vue. Et puis maintenant, va évidemment lui demander des comptes. Et le ministère de l'Intérieur affirme, Guillaume, que cet homme, il visait plusieurs cibles, en fait. Oui, effectivement, parce que, en fait, ce qui est dans son cas notable, c'est qu'il avait transformé son projet, il l'avait adapté. D'abord, il a cherché à frapper à proximité immédiate de chez lui. Il n'a pas cherché à se rendre à Paris, par exemple. Il est du département de la Loire? Il est effectivement, selon les informations, originaire de la région. Et donc, c'est le stade qu'il vise. Donc, il n'est pas sur un projet qui est d'une très grande complexité. Et quand il se rend compte que rentrer dans un stade, c'est pas si simple. Certains ont essayé, notamment le 13 novembre 2015, ils ne sont d'ailleurs pas parvenus. Et donc, il transforme son projet. Il se dit, ce ne sera pas dans l'enceinte, ce sera à l'extérieur de l'enceinte pour s'en prendre à des passants. Bref, tout ce qui fera que les forces de l'ordre arriveront vite et qu'il y aura une confrontation et que ça lui permettra de mourir dans ce que les Américains appellent le suicide by cop, c'est-à-dire la confrontation avec les forces de l'ordre jusqu'à la mort. Mais c'est quelque chose, hélas, de très classique comme mode opératoire. On l'a déjà connu à plusieurs reprises depuis 2012 et surtout depuis 2015 en France. Et donc, il appartient un peu, cet individu, à cette menace qu'on appelle endogène, c'est-à-dire d'individus qui sont déjà sur le territoire national, qui n'ont pas l'intention de mettre en œuvre un projet d'attentat très sophistiqué. En réalité, ça ne demande pas une grande préparation, mais qui pour autant sont très dangereux parce que c'est une menace qui tue, et depuis 2015, elle a tué chaque année en France. Alors, est-ce que les enquêteurs, néanmoins, vont vérifier si cet homme a été en contact avec d'autres personnes dans l'élaboration de ce projet? Oui, c'est même essentiel, parce que lui, il pourrait être, à l'issue de sa garde à vue, même très vraisemblablement être poursuivi du chef d'association de malfaiteurs terroristes. Et donc, parce qu'il a tenté de mettre en place un attentat ou de commettre un attentat. Association de malfaiteurs, vous associez pas tout seul, sinon ça s'appelle entreprise individuelle. Donc, il faut être au moins deux. Et donc, le principe, c'est d'essayer de trouver des complices éventuels, de voir qui a correspondu avec lui, qui aurait prêté une assistance, quel qu'en soit le niveau, fourniture de matériel, fourniture de moyens financiers, de l'aide pour aussi trouver une cible ou affiner son projet. Et donc, si ces personnes se trouvent sur le territoire national, elles vont évidemment être interpellées, arrêtées et poursuivies, puis jugées. Lui, il encourt une peine de réclusion criminelle. Il pourra passer devant une cour d'assises spéciale. Enfin, c'est extrêmement lourd. La législation a été considérablement durcie à partir de 2012 en France, notamment à partir de 2014. Et donc, ces faits-là, étant les faits les plus graves, il n'est pas prêt de ressortir. D'ailleurs, il dort en prison et à l'issue de sa garde à vue, il est très probable qu'il soit placé en détention provisoire et qu'il y reste jusqu'à son procès.